Et on voit que le gouvernement d'union nationale lui-même se déchire, et il est déchiré. On le voit même au sein même du parti Likoud, qui est le parti régnant entre Yoav Gallant, le ministre de la Défense, et son propre Premier ministre, et des voix discordantes, celle de Nir Barkat, qui critique aussi la politique du gouvernement. L'unité, elle est présente, je dirais, à la base, mais elle est absente au sein de la direction du pays. Et il me semble qu'il serait peut-être judicieux d'envisager effectivement une consultation auprès du peuple pour savoir ce qu'il a envie. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur David Shapira. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, David Shapira, historien, guide, journaliste, homme de communication, on va avec vous essayer de dresser une sorte de bilan et peut-être de perspective après ce seuil des 100 jours qui a été franchi dans les combats, une guerre de 100 jours. C'est 2 fois plus que bordure protectrice, c'est beaucoup plus que n'importe quelle guerre d'Israël à part la guerre d'indépendance, bien entendu. Alors, le sentiment, quel est le sentiment qui vous habite aujourd'hui, David? Est-ce que vous avez le sentiment que Israël peut parvenir à ses objectifs, aux 2 objectifs qu'elle s'est fixés, à savoir l'éradication du Hamas et la libération des otages, aujourd'hui? Pour l'instant, au bout de 100 jours, aucun de ces objectifs ne semble être atteint, puisque, comme vous le savez, malheureusement, nous avons encore 136 otages retenus, et le Hamas est toujours actif et continue à tirer des roquettes. On a eu un exemple encore hier et avant-hier. Et donc, aucun de ces objectifs, au bout de 100 jours, n'a été atteint. Et on se demande réellement comment ces objectifs vont être atteints. Vous avez souligné que nous sommes déjà plus de 3 mois dans un petit territoire, même s'il est extrêmement peuplé. C'est pas un territoire immense. Et mis à part la première guerre du Liban, eh bien, vous avez raison de souligner que c'est une des guerres les plus longues et qui est loin d'être terminée. Je crois qu'il faut retenir ce qu'avait dit le chef d'état-major Herzi Halevi il y a quelques jours dans une conférence de presse. Il avait dit: l'année 2024 sera une année de guerre. Donc il faut s'attendre encore cette année à une année de guerre. Et pour l'instant, je vous dis, le bilan est négatif. Il n'y a rien pour l'instant qui laisse envisager que le Hamas est prêt à se soumettre et que nos otages vont bientôt être libérés. Et preuve en est, même d'ailleurs, que Tsahal a annoncé qu'il retirait une partie de ses forces de la bande de Gaza. Et on se demande vraiment, quand vous parlez de perspective, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours. Alors je sais qu'il faut être très patient. Est-ce que finalement, David, finalement c'est pas le propre d'une guerre, d'une guerre contre le terrorisme, que finalement il n'y a pas de décision définitive. Ce ne sont pas des corps d'armée, ce ne sont pas des grandes manœuvres comme on s'était habitué avec la guerre de Kippour, avec la guerre de 6 jours. Les 6 jours. Finalement, c'est le propre d'une guerre contre des organisations terroristes. Alors oui, vous avez raison. Je pense que le bilan de 100 jours, où il n'est pas adapté parce qu'on n'a pas encore assez de temps et de présence militaire sur la bande de Gaza. Et d'ailleurs, je peux vous souligner que la plupart de nos forces aujourd'hui sont concentrées autour de la seule ville ou du camp de Khan Younes. Le reste des forces est très divisé dans la bande de Gaza. L'effort est concentré là parce que c'est là où se trouve la direction du Hamas. Apparemment. Et il me semble qu'il va falloir attendre encore pas mal de temps pour qu'on nous offre enfin la tête de Sinoir sur un plateau. Et il faudra être patient. Mais vous parlez pour l'instant de bilan. Le bilan n'est pas bon, le bilan est négatif et on le ressent. Quand vous parlez aussi de perspectives et ce qu'on va. Alors on va parler des perspectives. On va parler de la bande de Gaza. Personne ne comprend, personne ne sait, et je dirais même presque, on n'envisage même pas de savoir ce qui va se passer au lendemain de cette guerre. Et la conférence de presse de Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui critique son propre Premier ministre, est éloquent, cette critique est éloquente, parce qu'on ne s'occupe pas de savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous parlez de perspective, personne ne comprend ce qui va se passer, il y a un manque de perspective. Or, vous le savez, Daniel, vous êtes aussi instruit dans les guerres d'Israël. Une guerre, ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas un objectif, mais c'est un moyen d'arriver justement à une solution politique ou un objectif politique. Or là, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Alors, ne parlons pas de ce qui se passe évidemment dans le Nord et en Judée-Samarie. Tout ça est
terriblement inquiétant. Alors justement, on va en parler de ces... Avant d'aller vers les perspectives, je voudrais revenir justement sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pensez par exemple que la campagne menée ces dernières semaines par l'état-major des familles des otages a porté atteinte, on va dire, à la possibilité de retrouver les otages? Est-ce que par exemple le fait que des familles des otages soient allées à Doha pour rencontrer le Premier ministre qatari, au lieu de faire avancer les choses, ça a peut-être fait retarder, ça a donné le sentiment à Yahya Sinwar, eh bien, que finalement, c'était les Israéliens qui étaient demandeurs d'un accord plutôt que lui? C'est possible, c'est probablement exact, mais heureusement pour nous, nous ne sommes pas dans la situation de ces familles-là. Et heureusement pour nous, nous n'avons pas d'enfants ou de proches ou de parents qui sont retenus à Gaza. Alors, d'un point de vue stratégique, de façon très froide, on aurait pu dire depuis le début de la guerre, hein, eh bien, on a 230 otages, eh bien, tant pis, on va les sacrifier, et on bombarde tout, et on va faire pas d'otages. Mais le problème est là, on a des otages, on a leur nom, on a leur figure, on a leurs images, on a leurs histoires, et comme vous le savez, dans le code éthique de Tsahal, on ne laisse pas de blessés à l'arrière, on va essayer de récupérer tout le monde, comme on l'a fait à Entebbe, comme ce fut le cas en 1976. Et la situation est que nous ne pouvons pas nous permettre de juger ces familles-là qui se battent pour retrouver leurs proches, car à leur place, nous aurions fait exactement la même chose, si ce n'est pire. Donc, vous avez raison, c'est peut-être d'un point de vue politique, stratégique, à froid, quand on est assis sur son fauteuil devant un micro de radio, de dire oui, ils en ont fait peut-être un peu trop, et ça nous empêche d'arriver justement au but que nous nous sommes fixés au point de vue stratégique. Mais encore une fois, il s'agit là de drame humain, et dans ce genre de situation, nous ne pouvons pas juger, nous ne sommes pas en mesure de juger, car nous ne sommes pas à la place de ces personnes. Alors, l'attentat d'hier à Ra'anana nous a rappelé qu'en Judée-Samarie également, il y avait des tensions, que la guerre se déroulait de facto aussi en Judée-Samarie. Est-ce que il y a eu un débat de manière assez étonnante? Il y a une coïncidence qu'au même moment où cet attentat se produisait, on parlait au gouvernement de la possibilité d'accorder des permis de travail aux Palestiniens de Judée et de Samarie. Votre position à ce sujet, est-ce que vous pensez que c'est judicieux de donner des permis de travail aujourd'hui à la population de Judée et de Samarie, en sachant que c'est l'armée qui le souhaite pour essayer de réduire les pressions socio-économiques au sein de la population palestinienne dans ces régions? Écoutez, je suis très partagé. De toute façon, mon avis n'a aucun intérêt, mais je suis très partagé parce qu'on peut comprendre ceux qui s'opposent à toute entrée de travailleurs palestiniens, même avec une autorisation en Israël en ce moment, avec la tension que nous vivons, avec la peur des citoyens qui ne se sentent plus en sécurité dans leur propre ville, dans leur propre maison. Et d'un autre côté aussi, on peut comprendre la position des services de sécurité. C'est pas seulement l'armée, c'est les services de sécurité qui préviennent qu'il peut y avoir aussi une explosion de violence parce que la situation économique parmi les Palestiniens de Judée-Samarie est catastrophique. Et on comprend les deux situations. C'est très difficile de trancher. Je dirais qu'il faudrait peut-être essayer de trouver peut-être un compromis entre les deux, c'est-à-dire essayer de faire peut-être ce qu'on appelle en hébreu un pilot, c'est-à-dire une tentative, un essai, peut-être de permettre à quelques Palestiniens, pas aux 100 000 ou 120 000 Palestiniens à laquelle on permettait à l'époque de travailler, peut-être d'en laisser quelques-uns parce qu'il y a des secteurs, Daniel, en Israël, qui sont extrêmement touchés, atteints par le manque d'ouvriers palestiniens. Je vous parle du secteur de la construction qui vit une sale période. Alors, l'idéal aurait été... C'est un bon exemple, David. Juste importer, une dernière phrase, des Chinois, des Thaïlandais, des Indiens, et je ne sais pas quelle nationalité, ici pour remplacer ces travailleurs palestiniens, mais pour l'instant, le gouvernement ne fait rien dans ce sens pour encourager ou élargir, je dirais, la venue de travailleurs étrangers qui ne seraient pas des Palestiniens. On parle de paradigme d'avant le 7 octobre, d'après le 7 octobre. Justement, là, la possibilité que des Palestiniens, des ouvriers palestiniens puissent revenir travailler sur des chantiers en Israël, eh bien, ça fait pas partie des paradigmes d'avant le 7 octobre qui sont aujourd'hui dépassés, que l'on ne voit pas comment ils pourraient se concrétiser. Je vous donne un exemple, tout simplement.
dans le pourtour de la bande de Gaza, il y avait une sorte de confiance qui s'était instaurée entre la population des kibbutzim et des milliers d'ouvriers palestiniens qui travaillaient même dans ces kibbutzim. Cette confiance, elle s'est brisée, rompue le 7 octobre, et probablement pour beaucoup d'Israéliens, elle s'est rompue, y compris pour la population palestinienne de Judée de Samarie. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager que des entrepreneurs puissent confier, par exemple, la gestion de la construction d'immeubles en Israël à des Palestiniens aujourd'hui, en ayant confiance à 100% que ce travail se fera sans aucun problème, sans aucune, on va dire, sans malversation? Alors, de vous à moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Daniel. Je préférerais voir des ouvriers chinois construire nos tours, nos maisons, nos immeubles et nos appartements dans l'ensemble du pays. Mais je vous le dis, je le répète, le gouvernement ne fait rien, ne prend aucune mesure pour essayer justement de trouver une alternative à ces travailleurs. Et pour l'instant, le secteur de la construction, du logement, manque cruellement d'ouvriers de la construction. L'agriculture, n'en parlons pas. Vous savez, comme vous en entendez tous, ces délégations de bénévoles qui arrivent et de l'étranger et qui partent d'Israël pour aller cueillir des tomates et des oranges et des concombres. Donc, je veux bien qu'on ferme l'accès aux Palestiniens pour venir travailler en Israël, mais il faut aussi que le gouvernement se bouge et fasse quelque chose pour justement amener d'autres travailleurs qui ne nous causeront pas de problèmes sécuritaires. Alors justement, vous avez raison, mais il faut aussi donner des solutions. On ne peut pas rester non plus comme ça en attente de bénévoles qui vont récolter nos fruits et légumes pendant toute l'année, bénévolement, vous comprenez ça, volontairement. Alors justement, par rapport aux perspectives, on va parler un peu plus des perspectives. Quelles sont les options qui s'offrent à Israël aujourd'hui, en sachant justement, comme vous l'avez mentionné, que la guerre va être longue, que cette année, elle va être on va dire, dans une atmosphère de conflit. Quelle est l'option que vous préférez, que vous pouvez envisager dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour essayer de modifier, on va dire, la donne? Écoutez, il fut un temps où j'étais très optimiste, et ce temps-là est révolu depuis le 7 octobre. Il est fort à parier qu'une guerre s'engage entre le Hezbollah et Israël dans le nord, car comme vous l'avez pas encore souligné, il y a encore 150 000 Israéliens qui sont réfugiés dans leur propre pays et qui ne veulent plus revenir ni dans le sud ni dans le nord d'Israël. Et je dirais l'assassinat d'un fils et sa mère dans le village de Yuval, près de la frontière libanaise, nous apporte justement je dirais des arguments dans ce sens-là. Donc pour l'instant, le gouvernement israélien nous a fait perdre le sud, la bordure de Gaza, et le nord, puisque plus personne ne veut revenir habiter là-bas. Dans cette perspective, et vu que les efforts diplomatiques ne portent pas leurs fruits avec le Hezbollah, il est fort à parier que nous entrions en guerre avec le Hezbollah, une guerre qui sera beaucoup plus violente, beaucoup plus difficile et beaucoup plus dure que ce que nous vivons maintenant avec Gaza. Donc la perspective, elle est pessimiste, et je dis souvent à des amis, si nous avons une guerre avec le Hezbollah, ce qui est fort probable, préparez-vous d'ailleurs à entreposer, emmagasiner chez vous de l'eau minérale, des boîtes de conserve et un peu d'argent liquide, car nous savons que le Hezbollah a 150 000 missiles, qu'il risque de viser les centrales électriques du pays et que nous risquons de manquer cruellement de courant électrique, ce qui veut dire que nous n'aurons plus d'eau potable dans les robinets, nous n'aurons pas d'électricité, nous n'aurons pas de distributeur de billets, et on va avoir du mal à aller faire nos courses dans les épiceries israéliennes. Je dis cela parce que il faut s'attendre à des moments extrêmement difficiles, car si avec Gaza, il nous faudra de la patience et du temps pour régler le problème du Hamas qui n'est pas encore réglé, avec le Hezbollah, ce sera une autre paire de manches, car nous allons tous être bombardés par les missiles que le Hezbollah dispose. Je signale que ces missiles-là ne sont pas de fabrication artisanale, comme c'est dans la bande de Gaza, mais c'est du matériel iranien, du matériel sophistiqué, avec un GPS, c'est-à-dire ce sont des missiles qui savent exactement où est-ce qu'ils vont
atterrir. Alors, je repose ma question autrement par rapport aux perspectives, en vous citant un extrait d'un sondage qui a été rendu public hier ou ces derniers jours, sur le fait que les Israéliens veulent, en tout cas au niveau de la société israélienne, préserver cette unité qui s'est forgée tout de suite après le 7 octobre. Ils voudraient la préserver, et pour eux, le meilleur moyen de leur préserver, pour 45% d'entre eux, et c'est le score le plus élevé, c'est de procéder à des élections anticipées. Vous partagez cette opinion ? Écoutez, le peuple, c'est-à-dire la base, c'est-à-dire les soldats, et vous le voyez dans la liste des soldats qui tombent, il y en a encore eu ce matin, Nathan Chesler, Zichrono Livracha, qui est tombé ce matin. Vous voyez, tout le peuple se réunit, s'unit pour combattre. Et d'ailleurs, on le sent même quand on va au supermarché, la façon dont les Israéliens se parlent entre eux, il y a un changement de ton, je dirais une compassion, une compréhension l'un vers l'autre. Malheureusement, plus on remonte, je dirais, dans les postes de responsabilité, et on voit que le gouvernement d'union nationale lui-même se déchire, et il est déchiré. On le voit même au sein même du parti Likoud, qui est le parti régnant entre Yoav Gallant, le ministre de la Défense, et son propre Premier ministre, et des voix discordantes, celle de Nir Barkat, qui critique aussi la politique du gouvernement. L'unité, elle est présente, je dirais, à la base, mais elle est absente au sein de la direction du pays. Et il me semble qu'il serait peut-être judicieux d'envisager effectivement une consultation auprès du peuple pour savoir ce qu'il a envie. Ça ne veut pas dire que ça va changer peut-être grand-chose, mais il serait peut-être maintenant judicieux de réfléchir d'ici quelques mois à la tenue d'élections, car les conditions ont changé et on doit s'attendre, Daniel, si on devait résumer en une phrase cette interview, à des périodes, à des temps très difficiles, peut-être encore beaucoup plus difficiles que ce que nous vivons actuellement. Eh bien, David Shapira, merci beaucoup, même si cette dernière phrase n'est pas une phrase particulièrement encourageante pour la suite, mais en tout cas, elle est certainement réaliste. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, à l'occasion donc de ce seuil passé cette semaine des 100 jours de guerre dans la bande de Gaza, même effectivement, comme vous l'avez souligné, dans le Nord et en Judée-Samarie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et Bessorot Tovot, à bientôt. Merci, Shalom.